Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Sans surprise, Dmitri Medvedev arrive largement en tête de l'élection présidentielle en Russie. Au dernier pointage, il y a quelques minutes, le candidat désigné par Vladimir Poutine pour lui succéder obtiendrait plus de 64% des suffrages. L'affaire Gauthier-Sauvagnac tourne à la guerre des patrons en demandant hier soir ici même la démission des responsables de la plus grosse fédération du MEDEF, l'UIMM. Laurence Parisot a déclenché une véritable crise ouverte au sein du patronat. Nom Sarkozy, prénom Jean, à 21 ans, le fils cadet du président de la République poursuit sa route à Neuilly, plus pour les municipales mais pour les cantonales. À une semaine des élections, nous avons suivi le jeune candidat UMP en campagne. Sur fond de mauvais sondages, l'étiquette UMP est-elle un atout ou un handicap? Dans cette campagne, nous poserons la question à l'une des proches de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, ministre de la Justice et candidate à Paris. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Un bourgeon n'annonce pas le printemps. Les arboriculteurs s'inquiètent du retour du gel annoncé pour la semaine prochaine, après les températures particulièrement douces que l'on a connues ces derniers jours. Vous êtes d'ailleurs nombreux, semble-t-il, à en avoir profité, et vous avez bien fait. On commence avec cette chute mortelle dans une télécabine à Chamonix. On vous en parlait hier, un skieur a basculé dans le vide après avoir traversé la vitre en plexiglas de la cabine. Eh bien, on en sait un peu plus ce soir sur les conditions de ce dramatique accident. Il y a un peu plus d'une heure, le procureur a révélé les premiers éléments de l'enquête. Sur place, Virginie Fichet, Thierry Simonet. Peut-être se sont-ils un peu trop bousculés dans cette minuscule bulle. Ce trop qui fait basculer l'un d'eux dans le vide à travers la fenêtre en plexiglas, 25 mètres au-dessous. Une chute fatale. Dans la cabine, ils étaient quatre amis originaires de la Somme qui redescendaient d'une journée de ski en altitude, en chahutant. Un chahut à l'issue tragique. On va établir comment cette personne a pu tomber et faire la part des choses entre l'action humaine ou l'action inadaptée de l'humain utilisant ce moyen et faire des constatations aussi techniques pour voir la résistance notamment de cette paroi en plexiglas. Hier, la journée était maussade. Après une matinée de ski sous la pluie, les quatre amis avaient passé leur après-midi dans ce restaurant d'altitude. Au chaud, ils avaient plaisanté et surtout beaucoup bu avant de repartir. Ils avaient bu, ça c'est sûr, ils ne s'en cachent pas. Après, ils n'étaient pas ivres et ils étaient quand même maîtres de leurs faits et gestes. Ils ne se bagarraient pas? Non, ils ne se disputaient pas. C'était plutôt des chamailleries bon enfant. Le degré de violence de ces chamailleries interpelle pourtant les enquêteurs. La force du choc reste une inconnue de taille car ces vitres sont réputées très résistantes. Ces vitres-là sont faites pour résister au vent de plus de 100 km/h. Donc ce sont des vitres qui sont sous cette réglementation-là. Alors après, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est une vitre latérale. Donc a priori, il n'y a pas de pression. Les gens sont assis. Des expertises approfondies vont être menées sur la cabine, placée sous scellé. Quant aux trois hommes effondrés, leur garde à vue a été prolongée. Une reconstitution du drame pourrait avoir lieu pour tenter de dissiper les divergences que comportent leurs témoignages. Le monde entier condamne ce soir les opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. L'Union européenne estime que les représailles israéliennes contre les tirs de roquettes du Hamas sont disproportionnées. Condamnation aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Même George Bush, allié indéfectible d'Israël, appelle à la fin des violences. En 2 jours, l'opération Hiver chaud, c'est le nom que lui a donné l'armée israélienne, a déjà fait 70 morts côté palestinien. Charles Anderlin, Talal Aboramé. Gaza enterre ses morts. Plus de 60 hier, 10 aujourd'hui, parmi lesquels des civils et des enfants. Les dégâts sont très importants. Des positions du Hamas ont été détruites par l'aviation israélienne. Au sol, les combats ont diminué d'intensité. Ces miliciens ne s'approchent pas trop des chars déployés un peu plus loin. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les Palestiniens ont observé une grève générale par solidarité avec leurs frères de Gaza. Des accrochages ont opposé un peu partout policiers et militaires à des jeunes lanceurs de pierres. À Hébron, où les manifestations ont pris de l'ampleur, un adolescent a été tué. À Bethléem, cela s'est passé devant le mur qui entoure la ville de la Nativité. Des scènes d'intifada que l'on n'avait pas vues depuis longtemps. À moins d'un événement imprévu, cette incursion israélienne pourrait se terminer dans les 48 heures. En effet, Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine, est attendue dans la région mardi. Et elle ne veut surtout pas que cette crise torpille le processus d'Annapolis, commencé sous l'égide du président des États-Unis.
La Russie aura ce soir un nouveau président. Les premiers dépouillements ont commencé, mais comme le pays s'étend sur 11 fuseaux horaires, il faudra attendre un peu pour le résultat final. Il ne fait de toute façon aucun doute pour personne que le candidat désigné par Vladimir Poutine lui-même pour lui succéder l'emportera haut la main. Au dernier pointage, Dmitri Medvedev obtiendrait plus de 64% des suffrages. Correspondance à Moscou, Laurent Boussier, Xavier Luzet. Des rires et l'assurance de ceux qui ont déjà gagné. C'était en début d'après-midi dans un restaurant de Moscou. Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine affichaient ouvertement leur complicité. Bon allez, commençons par le rouge. Une bonne humeur qui tranche avec l'ambiance plutôt morose des bureaux de vote moscovites. Moi, je suis venu voter pour qu'il ne puisse pas profiter de mon absence et utiliser mon bulletin pour frauder. Vous savez, il y a une grosse différence entre ce qu'on raconte à la télé et comment on vote les gens en réalité. 109 millions d'électeurs, pas de véritable opposition, mais pour le pouvoir une obsession, que la participation soit suffisante. Alors, pour ça, de l'aveu même d'un membre de la commission électorale, tout est prévu. Le résultat sera truqué pour rendre cette élection légitime. Mission accomplie. Ce soir, la participation officielle est proche de 70% et certains bureaux de vote de l'extrême-orient russe, où le scrutin est clos depuis plusieurs heures, affichent le taux imbattable de 100% de votants. Une situation évidemment dénoncée par l'opposant de toujours, Garry Kasparov. Nous savons que de Vladivostok à Kaliningrad, les électeurs ont été forcés à participer à cette moquerie. Il n'empêche, ce soir, avec plus de 64% des voix, Dmitri Medvedev est élu au premier tour. Et déjà, ses partisans fêtent son triomphe sur la place rouge. Je vous le disais dans les titres, la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a déclenché une véritable crise ouverte au sein du patronat. Ses déclarations hier soir, ici même sur ce plateau, ont surpris beaucoup de monde, y compris dans son propre camp. Au nom de l'éthique, elle a appelé tous les patrons à la soutenir dans sa volonté de faire le ménage, quitte à couper les ponts entre le MEDEF et les responsables de sa plus importante fédération, celle de la métallurgie. Alors sera-t-elle suivie? C'est toute la question ce soir. Yves Ginca, Olivier Pontus. La crise au sommet du patronat français. Au cœur de la tourmente, Denis Gauthier-Sauvagnat, ancien président de l'IUMM, la fédération patronale de la métallurgie, la plus puissante au sein du MEDEF. Poursuivi par la justice pour des retraits d'argent suspects, Gauthier-Sauvagnat a bénéficié d'une indemnité de départ d'1,5 million d'euros lors de sa démission en décembre. Un parachute doré dénoncé hier par la présidente du MEDEF. C'est que trop, c'est trop. Je ne décolère pas. Si je suis en colère aujourd'hui, c'est parce que ça salit, ça abîme l'image des entreprises, l'image du MEDEF, mon image. Indignée, Laurence Parisot demande aux membres de l'IUMM de la soutenir. Car, déclare-t-elle, il faut tout remettre à plat dans cette fédération patronale. Un discours apprécié par le syndicaliste François Chérec. On ne peut qu'approuver les propos de Laurence Parisot. Qu'enfin une personne haut placée dans le patronat siffle la fin de la récréation et demande la fin de ces pratiques, c'est très bien. En revanche, dans les milieux patronaux, certains condamnent la méthode de Laurence Parisot. C'est pas la peine de mettre sur la place publique autant de choses instantanément et de tout casser. Je vous rappelle quand même que la métallurgie, depuis des dizaines d'années, a sorti des femmes et des hommes qui ont contribué de manière très positive au dialogue social, à l'économie, à l'industrie, aux entreprises de notre pays et qu'il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce soir, les proches de Gauthier-Sauvagnat et la direction de l'UIMM affirment être victimes d'une campagne violente. L'organisation doit se réunir dès demain. Les mouvements sociaux gagnent la montagne en cette période de vacances. Les saisonniers de plusieurs stations de ski en Savoie et Haute-Savoie ont momentanément interrompu ce matin les remontées mécaniques. Ils protestent contre la remise en cause de leur assurance chômage. Valmorel, les Arcs, la Plagne ou encore les Deux-Alpes étaient notamment concernés. Les grévistes ont même fait signer des pétitions aux skieurs, apparemment compréhensifs. On ne l'avait pas revu depuis la sortie de piste à Neuilly du porte-parole de l'Élysée. Après avoir favorisé l'éviction du candidat David Martinon, Jean Sarkozy se concentre maintenant sur son élection à lui. Il vise le canton sud de l'ex-fief de son père. Pour France 2, il a accepté de se confier sur ses débuts en politique. Alix Bouillaguet, Marc de Langenhagen.
Cette boulangerie, c'est un peu le QG de campagne de Jean Sarkozy. Ici, chaque matin, le candidat donne rendez-vous à ses troupes. Cette envie de goûter à la politique, il la doit avant tout à son père. Quand vous êtes témoin d'une expérience particulière, d'un engagement aussi total que la politique, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous êtes un petit peu dégoûté, soit vous ne l'êtes pas totalement. Sur le marché de Neuilly, après la tempête politique, c'est le retour au calme, enfin presque. J'ai quelque chose à vous montrer. Faites voir. China Daily, la semaine dernière, premier journal chinois. La traîtrise des fils Sarkozy qui boutent dehors Martillon. C'est belle l'image pour la France. Il y a 3 semaines, Jean Sarkozy abandonnait en race campagne David Martinon. Depuis, l'image lui colle à la peau. Lui estime avoir toujours joué franc jeu. À chaque fois que je pensais qu'il fallait changer de cap, j'en ai informé les uns et les autres en les regardant droit dans les yeux comme je vous regarde. Peut-être j'ai pas été entendu. Ensuite, j'ai pris ma décision et puis j'en ai assumé les conséquences. Voilà, c'est tout. Cet étudiant en droit a grandi dans ce quartier ancré à droite. Ses opposants parlent de succession familiale. Je pense que notre département, qui est le département le plus riche de France, voire d'Europe, aujourd'hui mérite mieux que ce pilotage par clan ou ce pilotage familial. Au passage, Nicolas Sarkozy a même glissé quelques conseils à son fils. C'est très simple ce qu'il m'a dit. Il me dit tu assumes tes responsabilités, tu fais ta route et voilà, tu essayes de rester toi-même. Voilà ce qu'il m'a dit. À 21 ans, Jean Sarkozy espère être élu conseiller général. Au même âge, à quelques mois près, son père devenait conseiller municipal de Neuilly. Et puis il ne reste plus qu'une semaine maintenant avant le premier tour des municipales. À Paris, comme dans toutes les villes de France, les candidats ont donc fait leur dernier marché du week-end. Image ici de la tête de liste UMP, Françoise de Panafieux, qui a à nouveau plaidé pour la création d'un grand Paris ouvert aux communes avoisinantes en termes de transport en commun notamment. Il s'agit pour elle de développer l'attractivité économique de la capitale. Si l'on en croit les sondages, les élections municipales s'annoncent en tout cas difficiles pour la droite. Il semblerait même que l'UMP soit devenue une étiquette encombrante, y compris pour certains candidats du parti présidentiel. Rachida Dati, bonsoir. Bonsoir. Ça vous choque que dans votre propre camp, certains soient un petit peu gênés par cette étiquette UMP? L'élection municipale, c'est élire l'élu local qui va s'occuper de la vie quotidienne des Français. Mais cette élection, elle est politique. Donc voter, ça n'est pas un geste d'humeur, c'est un engagement, c'est une traduction d'une conviction. Donc moi je fais confiance aux Français. Je fais confiance aux Français qui se sont mobilisés fortement lors de l'élection présidentielle pour élire Nicolas Sarkozy. Ils l'ont élu sur des engagements clairs et des réformes claires. Il l'a toujours dit. Il ne les trahira pas, il ne leur mentira pas. En 10 mois, nous avons mené des réformes comme aucun de ses prédécesseurs ne les a menées en 27 ans. Donc Nicolas Sarkozy a été élu pour 5 ans. Il rendra compte aux Français des réformes qu'il engage, dont les résultats sont déjà là, en termes d'emploi, en termes de sécurité, en termes de justice, en termes de retraite ou de pouvoir d'achat. La question était la suivante, est-ce que ça vous choque que des candidats UMP cachent leur étiquette aujourd'hui à cause des mauvais sondages? Mais les sondages, vous savez, j'ai l'impression que l'actualité est devenue le sondage et non pas la réalité. Quand vous faites une campagne électorale, qu'elle soit d'ailleurs une campagne présidentielle ou une campagne pour une élection municipale, les Français nous disent, mais ils ont le sentiment que par les sondages, on leur cache les réformes qui sont engagées. Ils ont le sentiment que les réformes ne sont plus en cours. On me dit, mais attendez, mais est-ce que les réformes se sont arrêtées? Non. Moi, je dis à tous les Français, les réformes sont en cours et la question est de savoir, est-ce qu'on veut continuer à réformer la France, revaloriser le travail, revaloriser le pouvoir d'achat, faire baisser le chômage et la délinquance? Est-ce que c'est ça ce qu'ils souhaitent? C'est en cours et ça continuera et Nicolas Sarkozy n'arrêtera pas de réformer. Il tiendra ses engagements. C'est ce que je veux dire aux Français. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'opposition, elle n'a ni projet, ni valeur sur laquelle elle se fonde pour ces élections. Alors si c'est simplement d'appeler à un vote sanction, moi j'aime la France. Et je trouve que pendant trop longtemps, on a dénigré notre pays. Ceux qui sont derrière Nicolas Sarkozy aiment la France. Et on souhaite que ce pays soit réformé. Voilà le message que je souhaite passer aux Français. Pour suivre les réformes, Nicolas Sarkozy a aussi fait savoir qu'après les municipales, il poursuivrait l'ouverture à gauche, notamment au risque de se mettre quelques députés UMP à dos. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas dit tout de suite
suite après les municipales. La politique d'ouverture, c'est d'avoir les meilleurs talents, les hommes et les femmes de bonne volonté. Et alors vous voyez qui pour le prochain gouvernement? Les hommes et les femmes de bonne volonté qui souhaitent mettre en œuvre le programme du président de la République. Nous, on aime notre pays, on souhaite qu'il se réforme. Quand je vois que la France est de nouveau présente sur la scène internationale, moi je me réjouis du contrat de ADS qui a été obtenu aux États-Unis. Ça, c'est du pouvoir d'achat pour les Français, à Méholt, à Toulouse, dans toutes les usines de ADS. Les contrats Alstom qui sont obtenus à l'étranger, c'est du pouvoir d'achat et du travail pour de nombreux ouvriers en France. Il s'y est engagé, Nicolas Sarkozy s'y est engagé, il tient ses engagements. Pour revenir sur cette ouverture et le remaniement possible, en tout cas apparemment ça va se faire, vous avez des pistes sur l'ouverture à gauche? J'ai dit il est élu pour 5 ans. En tout cas, s'il devait y avoir un remaniement par exemple, est-ce que vous souhaiteriez rester au ministère de la Justice? Est-ce que vous verriez ailleurs pour les Français? Quel irrespect. Vous avez réformé la carte judiciaire, peut-être que vous vous dites maintenant le temps est venu de faire autre chose. La réforme de la justice, ça n'est pas que la réforme de la carte judiciaire. La réforme de la justice, c'est de protéger les citoyens. La justice doit être plus moderne, plus efficace, plus rapide. Donc il est important de réformer la justice. Il y a un texte qui vient d'être adopté par le Parlement et validé d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, qui est celui de la rétention de sûreté, qui est de protéger les Français des délinquants les plus dangereux. Voilà la réforme de la justice. Justement, le Conseil constitutionnel, des Français. On le sait, a fait savoir qu'il n'y aurait pas de rétroactivité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour cette vingtaine de criminels dangereux qui risquent de sortir, qui ont été condamnés avant la loi? Vous en restez là ou vous allez revenir à la charge? Le Conseil constitutionnel a dit que ne s'est pas posé la question de la rétroactivité parce qu'elle a dit, le Conseil constitutionnel a dit que ça n'était pas une peine, c'était une mesure de sûreté. C'était une mesure pour protéger les Français. Donc le problème de la rétroactivité ne s'est pas posé. Donc la loi est bien rétroactive et d'application immédiate. Elle a juste encadré une disposition. C'est-à-dire que le texte initial, et vous me donnez l'occasion de le repréciser, le texte initial était de dire que pour les personnes condamnées avant la loi et après l'entrée en vigueur de la loi, ils pourront être placés, pour les criminels les plus dangereux, tueurs en série, violeurs en série ou pédophiles, ils pourront être placés dans des centres fermés. Le Conseil constitutionnel a souhaité que pour ceux qui n'ont pas été informés, donc condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi, donc vous êtes que pour ceux-ci, il y aura des mesures adaptées. C'est la mission de Vincent Lamanda de nous faire des propositions sur cet ajustement. Et non pas de contourner le Conseil constitutionnel. Une toute dernière question, mais très vite. Nous sommes respectueux des institutions et nous respectons la décision du Conseil constitutionnel. Vous suivez ce qui se passe au MEDEF avec l'UIMM. Vous soutenez Laurence Parisot dans sa volonté de mener un combat pour plus d'éthique chez les patrons? Laurence Parisot a une réaction saine. Parce qu'évidemment, tous les chefs d'entreprise ne sont pas à traiter de la même manière. Vous savez qu'il y a une enquête qui est en cours. Des juges d'instruction sont saisis de l'UIMM. Les contrats en cause, dont ceux qui ont été évoqués, seront remis aux magistrats. Et s'il y a des qualifications de nature pénale, bien sûr qu'il y aura une poursuite pénale. Mais laissons la justice faire son enquête. Merci Madame Dati. Merci. On va parler de discrimination maintenant, un sujet qui vous intéresse. Hier soir, dans toute la France, SOS Racisme a organisé sa nuit annuelle du testing. Objectif, vérifier que toutes les discothèques ne sélectionnent pas à l'entrée leur clientèle sur des critères raciaux. Alors l'exercice n'a pas valeur de sondage, mais il en dit quand même long sur le travail qu'il reste encore à faire. Reportage à Nice, Olivier Théron et Nils Brunelli. C'est sur un parking que le dispositif est mis en place. Black, blanc, beurre, en tenue de soirée, pour une virée dans les boîtes de nuit ou plutôt une cartographie de la discrimination entre Nice et Cannes. Tu vois, tu viens, black ou rebeu comme ça. Là, vous n'êtes pas accompagné, et puis voilà, monsieur, c'est privé et tout. Devant, deux noirs, Moussa et Hadi. Derrière, deux blancs, Olivier et Tommy. Première cible, déjà signalée à SOS Racisme, la Bodeguita, un pub afro-cubain. La scène est tournée avec une caméra cachée. Pour Moussa et Hadi, impossible d'entrer sans être accompagné. Pas possible de boire un coup ? Pour les blancs, même à trois, un signe de tête et en route pour la salsa. À l'extérieur, le videur a repéré la caméra et il tente d'intimider notre reporter. Non, je peux pas votre nom, d'identité. Il y a eu donc une sélection. Le couple noir qu'on a présenté a été discriminé et le couple blanc a été accepté. Voilà, la discrimination elle est claire. Comme dans 15 villes de France, les 300 militants mobilisés continuent leur virée nocturne. La discrimination est un délit. 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende en théorie. SOS Racisme dépose plainte pour chaque cas de discrimination constaté. Côte d'Azur dernière, après Nice, direction Cannes, le ballroom. La couleur du physionomiste n'y fera rien. Attends 2 minutes. Mouna et Hadi n'ont pas le droit de danser ce soir.
c'est ça, hein. Les talons. Pour les 3 blancs, c'est 13 € et une conso. Les amis qui passent juste devant, qu'on leur dit non, 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 et que tout de suite après, hop, on nous fait entrer, nous les blancs, là on prend ça en pleine face et on voit vraiment la vérité. Il est 4 h du matin. L'opération de SOS Racisme a permis d'épingler 13 établissements. Demain, la Cour d'appel de Paris doit rendre un arrêt. 5 physionomistes sont poursuivis pour discrimination. Ils risquent 2 000 € d'amende. Un bourgeon n'annonce pas le printemps, les arboriculteurs le savent bien malheureusement et s'inquiètent du retour du gel annoncé pour la semaine prochaine. Il faut savoir que cet hiver a été en France le plus ensoleillé et l'un des plus chauds depuis 1950. Vous êtes d'ailleurs nombreux, semble-t-il, à en avoir profité cet après-midi encore, et vous avez bien fait. Reportage à Carcassonne, Antoine Gaveau, David Bress. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Ben oui ma bonne dame, c'est le printemps à Carcassonne. 17 degrés encore aujourd'hui, comme depuis 15 jours. Et puisqu'on sait que ça ne va pas durer, on profite à fond des derniers rayons de soleil. Et on prie, comme chantait Brel, Notre-Dame du beau temps. Le soleil, le beau temps, oui, ça nous change un peu de notre Belgique natale, on va dire. Très agréable, surtout oui, pour un mois de mars, ça change. On a plutôt chaud que froid, avec du vent, mais enfin c'est pas désagréable. Bon, pour vous, c'est bien, c'est mieux quoi. Ça se passe pas mal, ouais. Un constat partagé par les spécialistes. Cet hiver a été en France le plus ensoleillé depuis 1950 et les températures sont montées haut, très haut même, en janvier et février. Même si, fausse joie, cela ne devrait pas durer. On passe vraiment dans une circulation perturbée pour les prochains jours, donc le beau temps qu'on a eu sur une longue période, il est là pour le moment derrière nous, et pour les prochains jours, c'est plutôt du temps perturbé et qui se rafraîchit. Et c'est bien ce que craignaient les arboriculteurs. Dans le Tarn-et-Garonne, les pruniers de Michel ont fleuri trop tôt. Là, on a facilement 3 semaines d'avance, quoi. Il faut le dire comme ça. En cas de gelée printanière, la production pourrait être menacée. Jusqu'à moins 2, ça passe tant qu'il y a les pétales. Lorsque les pétales et les sépales vont tomber, le fruit va se trouver tout nu, quoi, si vous voulez. Et il va se geler comme les alpinistes se gèlent les pieds, quoi, tout simplement. Et puis il est flambé, il est foutu. Dans ces champs, impossible de protéger les arbres contre le gel. Reste donc à espérer et prier à nouveau, pourquoi pas, Notre-Dame du beau temps. Les éleveurs et les producteurs quittent la capitale. En 10 jours, plus de 600 000 visiteurs seront passés par la porte de Versailles. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes il y a un peu plus d'1 heure. Veaux, vaches, cochons rentrent donc à la maison, pas mécontents. Laurence Decherve, Sébastien Lafarge. De la copie à l'original, il n'y a qu'à baisser les yeux. La star de cette 45e édition, Volante, est un peu fourbue après 10 jours passés ici. Cette race, la Rouge des Prés, détient aussi le record du taureau le plus lourd de l'année avec Hubin et ses 1770 kilos. Très fier du taureau, oui. C'est la première fois que ça m'arrive. D'être le plus lourd taureau du salon, le champion, tout, c'est une super récompense. Voilà. Côté produits régionaux, les petits producteurs n'ont pas tous fait recette. Elle commence à être bien ferme, vous voyez. Sans aide économique, impossible de venir à la capitale. Nous avons pris le bateau, nous sommes partis jeudi pour arriver ici jeudi soir. Donc c'est un coût tout ça, mais la région nous a aidés. Le salon de l'agriculture, c'est aussi une vitrine politique, en pleine campagne électorale. Inauguration à pas de charge par le président, dont il restera la phrase mémorable, suivi de son Premier ministre qui préfère la visite matinale de la traite. Ségolène Royal, elle, se penche sur les petits gabarits de sa région. Et Jacques Chirac, dans son élément, se fait plaisir. Avec 2 tiers de visite grand public et 1 tiers professionnel, les organisateurs sont satisfaits. Il y a 20 ans, les gens venaient pour regarder. Aujourd'hui, ils viennent pour regarder et s'informer. Et nous avons fait un effort important. Nous avons demandé aux exposants de faire beaucoup de pédagogie. Après le passage de plus de 600 000 visiteurs pour cette édition, il est temps de remballer. L'heure du retour a sonné. À l'étranger, la tension reste vive ce soir en Arménie, ex-république du Caucase. L'armée a fait savoir que toute manifestation serait sévèrement réprimée. L'état d'urgence a été décrété et des chars ont même été déployés dans la capitale, Erevan, à la suite d'affrontements hier soir entre forces de l'ordre et opposants au régime qui dénoncent les résultats de la dernière élection présidentielle. Ces affrontements ont fait 8 morts selon un dernier bilan.
Cela n'était pas arrivé depuis 30 ans. Un président iranien a effectué aujourd'hui une visite en Irak et ce président, c'est bien sûr Mahmoud Ahmadinejad qui ne boudait pas son plaisir puisque l'ironie de l'histoire veut que cette visite de l'ennemi juré des États-Unis ait été rendue possible grâce à l'intervention de l'armée américaine en Irak. Jusqu'à présent, le pouvoir à Bagdad était sunnite et s'était violemment opposé au régime chiite de Téhéran à travers une guerre qui avait d'ailleurs duré 8 ans dans les années 80. Le président iranien parle aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire entre les deux pays. Et en parlant des États-Unis, on devrait connaître la semaine prochaine le nom de celui qui portera les couleurs démocrates dans la course à la Maison-Blanche. Tout se jouera probablement mardi dans l'Ohio et dans le Texas, État particulièrement choyé ces derniers temps, notamment par Barack Obama, qui y a déployé, vous allez le voir, toute sa machine électorale. Reportage Martina Aujobert et Pascal Jouffriot. Columbus, capitale de l'Ohio. Les partisans de Barack Obama, entraînés par le maire de la ville, bravent le froid glacial pour faire campagne. Leur slogan, mobilisez-vous, partez. Quand je l'écoute, il m'inspire, mais pas Hillary Clinton. Ils se rassemblent ici, une église transformée en salle de meeting. En guise de sermon, les incantations du maire. Oui, nous le pouvons. Nous allons gagner ces élections et aller jusqu'à la Maison-Blanche. Oui, nous le pouvons. Nous le pouvons. Êtes-vous prêts? Autre front de la campagne Obama, ces militants rivalisent à coups d'appels téléphoniques aux électeurs. Une compétition sans précédent. Ici, vous voyez le top 10 des gagnants. Emily a passé 1103 appels. Elle est sélectionnée pour rencontrer le sénateur Obama. C'est la récompense suprême. Julia a abandonné ses études depuis 6 mois pour former des volontaires. Elle y croit. Il est très révolutionnaire. Et ça, c'est que j'adore Obama. Une admiration qui l'entraîne à la chasse aux électeurs, sur le terrain, pas toujours facile. Allez-vous-en d'ici. Croyez-moi, ce ne sera pas la joie s'il gagne. Mais tout le monde a droit à une assurance médicale. Ce qu'il faut, c'est gagner en Irak. Il y a des gens, quoi qu'on en dise, on n'arrive jamais à les convaincre. Le mieux, c'est d'aller voir ailleurs pour éviter de perdre du temps. Julia ne se décourage pas, au contraire. Obama rattrape peu à peu dans les sondages l'avance d'Hillary. Même mobilisation côté syndicat chez les Teamsters, les puissants transporteurs routiers. Nous savons qu'Obama va nous protéger, c'est sûr. Alors pour ne perdre aucune voix, les bureaux de vote sont déjà ouverts à Columbus. La machine électorale Clinton semblait invincible. Aujourd'hui, c'est la machine Obama qui est en marche. Cela fait mal à l'ego, mais la capitale mondiale de la gastronomie n'est pas Paris, mais Tokyo, et c'est un guide français qui le dit, et pas n'importe lequel, le guide Michelin, qui au passage dévoilera ses étoilés 2008 demain. Le guide Michelin donc considère que la capitale japonaise est devenue le centre mondial de l'innovation et du goût en termes de cuisine, en tout cas si l'on en juge par le nombre d'étoiles décernées. Enquête à Tokyo, Pascal Golomer, Sylvien Giaume. Tokyo compterait près de 160 000 restaurants, mais ne les a-t-on jamais comptés? Ce qu'on sait, c'est que la ville est devenue plus étoilée que Paris et New York réunis. Des étoiles qui se cachent parfois dans le sous-sol d'un immeuble de bureaux. Une petite salle de 50 mètres carrés, un bar pour 10 convives tout au plus. C'est là qu'Ashiro Mizutani officie chaque jour. Voilà 46 ans qu'il prépare des sushis. Thon rouge, langoustine ou coquillage, il achète les meilleurs produits du marché, les plus frais aussi. Et il sélectionne lui-même son riz. Pas un mot, juste le geste, sobre et précis. Pour un peu plus de 100 €, il vous offre l'excellence. Michelin lui a offert 3 étoiles. Même si je ne pensais pas à moi, je me doutais que des restaurants de sushi auraient des étoiles parce que les vrais gourmets savent toujours reconnaître la qualité d'une cuisine, quel que soit leur pays ou leur culture. Pendant 1 an et demi, 5 inspecteurs, japonais et français, ont parcouru les différents quartiers pour sélectionner les 150 établissements étoilés. Et il y en a pour tous les goûts, jusqu'aux plus français d'entre eux. Voilà la petite cuisine. Bruno Ménard est fier de ses 3 étoiles. Fier de les avoir obtenues à Tokyo, où la concurrence est rude et le client connaisseur. Un client qui apprécie les mariages subtils, comme cette langoustine à la crème de poireaux et caviar. Et Bruno n'est guère surpris que le guide Michelin fasse de la ville la capitale mondiale de la gastronomie. On mange nulle part mal à Tokyo, ça n'existe pas.
la qualité des produits qu'on peut trouver ici. On trouve cette qualité en France, bien entendu, mais toute cette diversité qu'il y a autour ici, c'est carrément impressionnant. Chez Quintessence, la parution du guide a eu un effet immédiat. Il faut désormais attendre 2 mois pour obtenir une table. Car tout le monde veut goûter à la cuisine de Shuzo Kishida. Ce chef de 33 ans a travaillé en France aux côtés de Pascal Barbeau, un 3 étoiles à Paris. Aujourd'hui, il incarne le dynamisme de la cuisine japonaise et son esprit d'ouverture. 3 étoiles à son tour. C'est souvent parce que le chef a changé quelque chose à sa cuisine qu'il a gagné ou perdu une étoile. Donc si je ne change rien, il n'y a pas de raison que je ne les garde pas mes étoiles. Aussi subjectif soit-il, le classement du guide offre en tout cas une belle consécration à la variété et à la qualité de la cuisine japonaise, injustement méconnue hors de ses frontières. Dernière minute, 4 policiers ont été blessés lors d'échauffourées dans le quartier de la Grande Borne à Grigny, dans l'Essonne. Ils ont été pris à partie par une trentaine de jeunes. L'un d'entre eux a même été la cible d'un individu qui portait un fusil à pompe. Il aurait reçu une volée de plomb. Il a donc été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur cet incident à Grigny, dans l'Essonne. En sport, nouvelle victoire pour Sébastien Loeb qui a remporté pour la 3e année consécutive le rallye du Mexique tout à l'heure au volant de sa Citroën. Le quadruple champion du monde est désormais 2e au classement général du championnat du monde. Sport toujours avec une image, toujours impressionnante, celle du départ de la Vasalopette, traditionnelle course de ski de fond en Suède. Pas moins de 15 000 skieurs ont pris le départ pour cette compétition qui compte pour la Coupe du Monde. Et pour la petite histoire, cette course à l'origine commémore la fuite héroïque du roi de Suède qui avait chaussé ses skis sur 90 km pour échapper à l'envahisseur danois. C'était en 1521. Mode, les défilés des collections hiver 2009 s'achèvent ce soir à Paris. L'occasion pour nous de vous offrir un petit tour d'horizon chez les créateurs les plus en vue. Visite guidée, Estelle Collin, Olivier Robert. L'an 20, encensé, adulé, convoité depuis l'arrivée d'Albert Elbaz il y a 7 ans. Son vestiaire enchante, robe, manteau, jupe, tout anime le désir des femmes, le provoque. Ça c'est un joli mot, j'adore ce mot provocation. Aujourd'hui, beaucoup plus que sexy ou glamour. Il y a quelque chose dans la provocation qui pour moi est plus intellectuel. Le directeur artistique de la plus ancienne maison de couture française a réussi son pari, celui de réveiller la belle endormie. Comme d'ailleurs Nicolas Ghesquière. À 35 ans, il règne aujourd'hui sur l'une des plus célèbres signatures du monde. Grâce à lui, Balenciaga s'est inventé son futur. Ces silhouettes nerveuses sont autant de références à l'épure, sublime du maître espagnol Cristobal Balenciaga, toute une féminité. La féminité Balenciaga, elle est relativement austère, elle est très architecturale, je dirais qu'elle est extrêmement sensuelle, mais c'est plutôt la manière de couvrir que de découvrir. Marque iconique, Yves Saint Laurent, son directeur artistique Stefano Pilati s'est attaché cette saison à la netteté de la coupe, chère à Monsieur Saint Laurent. Quant à Valentino, c'était l'heure de la passation de pouvoir. Alessandra Facchinetti s'est essayée au tailleur et bien sûr au rouge, signature du maestro. Sans surprise, les femmes chez Elisa brillent de mille feux. Corps sculpté dans des fourreaux de mousseline, le couturier libanais conserve son titre de star, du Gotha et des tapis rouges. Et comme tous les dimanches soirs, voici maintenant notre classement des films au premier jour de leur sortie en salle. Premier et de loin, Bienvenue chez les Ch'tis qui totalise plus d'1 demi-million d'entrées, c'est du jamais vu. Deuxième, Taken, l'histoire de l'enlèvement d'une jeune fille à Paris a attiré plus de 50 000 spectateurs. Troisième, There Will Be Blood, l'Oscar du meilleur acteur a attiré plus de 28 000 entrées au premier jour. Et puis en quatrième position, Sans plus attendre avec 15 600 entrées. Et en parlant d'audience, vous vous souvenez de notre série sur les nouvelles de Maupassant. Elle avait eu un énorme succès l'an dernier avec une moyenne de 7 millions de téléspectateurs. Eh bien, Maupassant revient cette année sur notre chaîne pour la saison 2. C'est un événement pour nous comme pour vous car il s'agit de promouvoir le patrimoine littéraire et la fiction française. Pour en parler avec nous, Marianne Chazelle et Evelyne Bouix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous, Marianne. On vous verra mardi soir à 20h50 dans le Rosier de Madame Husson. Vous êtes Madame Husson, absolument. Une bigote qui veut absolument s'acheter
c'est le paradis, ça vous convient comme rôle? Oh, parfaitement, je suis très à l'aise parce que j'ai beaucoup de péchés à me faire pardonner. C'est vrai. Racontez-nous ça. Alors c'est l'histoire d'une bigote qui habite à Gisors, qui s'ennuie terriblement et qui espère avoir son paradis. Et pour exister, elle s'est dit qu'elle allait décerner un rôle, couronner une rosière. Vous savez, les rosières sont les jeunes filles pures, parfaites, sans taches. Évidemment, elle ne va en trouver aucune dans son village parce qu'elle a quand même la dent dure, cette Madame Musson. C'est du Maupassant tout craché. Ça vous plaît en particulier de jouer du Maupassant? Oui, j'ai adoré faire ça et je pense qu'Evelyne dira la même chose que moi. On a adoré jouer cet univers. C'est à la fois une écriture, merveilleuse écriture, et en même temps très drôle, très actuelle, des personnages qui sont présentés qu'on peut reconnaître, des sujets abordés qui sont ceux de la vie quotidienne. Oui, c'est du siècle dernier, voilà. Mais c'est très universel. Très universel parce que c'est les problèmes vus par un œil très incisif, très moqueur, souvent noir, qui était l'œil de Maupassant, et qui fait qu'on passe des moments à la fois de rire et en même temps on a le cœur serré parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est drôle. Evelyne Brix, vous partagez cet avis sur Maupassant? Ah oui, je trouve que c'est un grand auteur et puis il exprime exactement des choses qu'on vit, c'est-à-dire il a une causticité et en même temps il a une gaieté féroce de la vie, un quotidien complètement terrible, et puis les gens s'habituent, quoi, comme les guerres, comme ça devient une habitude, quoi. Alors on vous verra en deuxième partie de soirée, juste après Marianne, voilà, dans L'Ami Joseph. D'un mot, votre rôle? Avec Régis Laspalès, en fait, c'est un couple monarchique, et puis un ancien ami du couple vient déstabiliser leur harmonie, et c'est un républicain, donc petit à petit, et c'est Régis Laspalès va nous chasser de notre maison, et c'est assez terrible et c'est très drôle surtout. Vous considérez toutes les deux que c'est important que du Maupassant puisse être adapté comme ça à la télévision française à une heure de grande écoute? Oui, je pense que c'est très important, mais c'est fait aussi dans des conditions avec des gens très professionnels, quoi. Bon, Gérard aujourd'hui, son équipe, sont de scénaristes, parce que c'est beaucoup de nouvelles qui ont été faites, donc des nouvelles qui ont été adaptées, et c'est vrai que les gens qui les ont adaptées sont complètement immergés dans l'écriture de Maupassant, et ça donne un spectacle qui est à la fois très divertissant, très drôle, on s'ennuie pas du tout, on n'a pas l'impression que c'est de la culture entre guillemets, mais c'est de très grande qualité, les reconstitutions sont très bien faites, la recherche du détail est très poussée, les musiques sont excellentes. Ça peut durer une page et demie, on en fait carrément, c'est très très étoffé, quoi. Et c'est... Pardon? Oui, non, je vous en prie. Et ça vous a plu apparemment? Oui, parce qu'on a vu la première saison et on était fans et on est très contents. On était emballés quand on nous a proposé de jouer dans cette deuxième collection, et il y a des tas d'autres gens formidables que nous. En tout cas, c'est vrai qu'on se souvient effectivement de cette première saison qui avait beaucoup marché, et puis on souhaite que celle-ci marche tout aussi bien. En tout cas, la qualité sera au rendez-vous, on vous le promet. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et puis avant de refermer ce journal, je vous en rappelle une des principales informations. Le patronat est en crise après les déclarations faites hier soir sur ce plateau par la présidente du MEDEF. Tout à l'heure, ici même, la ministre de la Justice, Rachida Dati, a salué sa volonté de rompre avec les pratiques anciennes. Elle n'exclut pas par ailleurs que le contrat passé entre l'UIMM et son ex-président puisse être invalidé. L'affaire est aux mains de la justice. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Isabelle Martinet pour la météo. À 20h50, ne ratez pas Le Pianiste, superbe film de Roman Polanski. Pour les journaux, à 13h, vous retrouverez Élise Lucet. Demain, à 20h, David Pujadas. À très bientôt. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.